de nous rejoindre pour ce webinaire particulier sur les 2 nouvelles ordonnances portant sur l'impact sur les AG 2020, tant en termes de calendrier pour la première ordonnance qu'en termes de conditions d'une tenue à huis clos pour les sociétés qui opteraient pour ce choix. Pour ceux qui connaissent pas encore l'Hebdo des AG, l'Hebdo des AG est un média digital qui a pour objectif d'assurer une veille sur l'ensemble des assemblées des 350 premières entreprises françaises, celles qui sont dans le CAC All Tradable. Nous suivons les assemblées, les réunions de résultats annuels et l'ensemble des communications financières et leur dans ce cadre, bien entendu, les questions de crise de coronavirus ont beaucoup d'impact. Je vous montrerai en fin de séance, et je serai disponible pour ceux qui veulent en savoir plus, ce que l'Hebdo des AG a mis en place. Nous avons prévu une section spéciale. Excusez-moi, il y a un très grand écho. Nous avons prévu une section spéciale sur le suivi des assemblées à huis clos, avec en webcast, le suivi des assemblées reportées, le suivi des dividendes suspendus ou réduits, comme pour le cas d'Unibail. Et au jour le jour, nous publierons dans une partie en accès gratuit pour tout le monde l'information et les pratiques sur ces sujets. Avec nous aujourd'hui, nous avons Jean-Jacques Dègre, Alain Courbet, excusez-moi Alain d'avoir écorché votre nom, et Bertrand Pruvot. Jean-Jacques Dègre et Alain Courbet étaient déjà là avec nous la semaine dernière pour commenter la problématique de l'impact de la crise sur les assemblées générales et ce qu'on attendait du nouveau cadre législatif. Bertrand, eux-mêmes pour mémoire, sont professeurs émérites de la faculté de droit de la Sorbonne et avocat associé de KPMG Avocats. Bertrand Pruvot, qui est là pour la première fois avec nous aujourd'hui, est membre de l'équipe leadership de KPMG et commissaire aux comptes associé lui-même. Donc nous avons ces 3 experts pour nous faire une lecture détaillée des 2 ordonnances qui ont été approuvées en Conseil des ministres hier et publiées au journal officiel ce matin, et des impacts sur les assemblées. Nous avons, Alain, Jean-Jacques et Bertrand, 142 personnes connectées, 200 se sont inscrites, 143 maintenant. Donc vous êtes très nombreux à attendre cette expertise. Ce que je vous propose, c'est que nos 3 experts nous exposent leur point de vue sur ces 2 ordonnances et leurs impacts. Et après, vous poserez votre question via la fonction chat. Pour ceux qui en ont l'habitude, c'est très facile. Et pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, n'hésitez pas à demander de l'aide par la fonction aide. Jean-Jacques, Alain, Bertrand, c'est à vous. C'est Alain qui commence. Attendez une seconde parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de son. Alors moi j'ai du son, j'ai testé sur une autre machine, il n'y a pas de souci. Alors si ça vient de chez eux, là je pourrais pas faire grand chose, mais si ça marche pour certaines personnes, c'est que le souci vient de chez vous. Je suis désolé, essayez de tester ce que je vous ai dit sur le petit cadenas à côté de l'adresse. Peut-être Michel, fais-le par la fonction. Et faire un partage d'écran. Oui. Voilà. Donc, vérifiez bien que lorsque vous cliquez ici sur le petit cadenas, vous avez son autorisé. Et lorsque vous cliquez également
sur le petit, la petite roue dentelée ici, que tout soit bien réglé. Normalement, vous n'avez pas besoin de votre micro, mais là, sinon, c'est que ça vient de vos appareils. Il faut que vous régliez la sortie du son également dans Windows. Voilà. Donc là, après, je ne pourrais pas plus vous aider sans être derrière votre ordinateur, mais on entend bien Madame Hautefort, pas du tout les autres intervenants. Ah, c'est étrange, pour moi, c'est Non, un moi, peu oui, inquiétant. mais Oui, tout à fait. Comme dit Caroline, au moment de se connecter, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton pour activer le son. Tentez de vous déconnecter, reconnecter, le cas échéant, et ça devrait fonctionner. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on attend ce que je vous propose, c'est que Jean-Jacques, Alain, Bertrand commençaient. Euh, Dans tous les euh, cas, il y aura un replay, hein. Alors, Michel, l'enregistrement est bien en route. Il est lancé, oui. Et voilà. alors, théoriquement, c'est Alain Couret qui devait commencer, mais je me demande délibération, le vote, en particulier en Assemblée générale, mais également dans tous les organes de direction, de surveillance et d'administration, conseils et autres. L'ordonnance avait plusieurs choix. Le gouvernement avait la possibilité d'opter pour une prorogation générale, en particulier des assemblées, mais on sait que la plupart des sociétés, en tout cas à l'époque, qui étaient très opposées, les grandes sociétés en particulier, et tenaient à tenir leurs assemblées dans les délais prévus pour de multiples raisons qu'on peut tout à fait comprendre, qui étaient des raisons qui tenaient d'abord à la difficulté d'avoir à recommencer les convocations d'une assemblée si elles avaient déjà été faites, sur les difficultés de timing parfois au sein de l'exercice, sur les difficultés envers les actionnaires qui pouvaient attendre des dividendes, encore qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la question de principe se pose de savoir s'il faut distribuer ou non des dividendes. Et puis pour les sociétés cotées, une difficulté au regard du marché. Ces difficultés étaient réelles et on comprend donc que le gouvernement n'ait pas retenu cette option d'un report généralisé des assemblées, comme par exemple il a reporté de manière générale le deuxième tour des élections municipales. Il a choisi une autre formule qui est tout simplement une formule consistant à faciliter la tenue des assemblées, en particulier, mais aussi des conseils. Alors on a pris un peu l'habitude trop rapidement de dire les tenir à huis clos. À huis clos, non, parce qu'à huis clos, ça veut dire qu'il n'y a que quelques personnes qui peuvent y participer et personne d'autre. En l'occurrence, on devrait plutôt dire que la permission est de les tenir à distance, en utilisant les moyens de communication à distance que l'on connaît aujourd'hui parfaitement, audiovisuels ou téléphoniques. Et de ce point de vue-là, c'est sans doute la vraie nouveauté de l'ordonnance. Alors à titre liminaire, mais on est déjà dans le sujet, je crois qu'il faut aborder 3 points ou donner 3 précisions. La première, c'est une question, c'est à qui s'adressent les dispositions exceptionnelles et transitoires de l'ordonnance du 25 mars. À l'origine, un pré-projet avait circulé qui visait un certain nombre de sociétés, exclusivement des sociétés civiles et commerciales, aussi les groupements d'intérêt économique, mais qui en oubliait un certain nombre, qui oubliait par exemple les sociétés d'assurance mutuelle, enfin je devrais dire les sociétés mutuelles d'assurance aujourd'hui, qui oubliait les associations, qui oubliait les fondations, qui oubliait certaines catégories d'assemblées comme les assemblées d'obligataires, car le projet ne visait que les assemblées d'actionnaires. L'ordonnance telle qu'elle est parue hier a tapé large, si vous me permettez l'expression, et vise
une liste qui est à l'article 1er. Je vais prendre la liberté de le lire parce que c'est une énumération et je ne peux pas faire mieux. Toutes les sociétés civiles, quelles qu'elles soient, il faut donc comprendre des sociétés civiles de droit commun régies par le Code civil, les articles 1845 et suivants, mais aussi toutes les sociétés civiles spéciales, et Dieu sait s'il y en a dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine des professions libérales, dans le domaine agricole et dans bien d'autres. Toutes les sociétés commerciales, avec la même remarque mais qui se dédouble, sociétés commerciales quelles qu'elles soient, sociétés non collectives, commandites, sociétés anonymes, SAS et autres, et qu'elles soient, je dirais, de droit commun, régies par le Code de commerce ou complétées par des lois spéciales dans des domaines particuliers. Cela s'applique également à la masse des porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers, en particulier donc les masses d'obligataires, mais pas seulement des obligataires, donc aussi pour tous les titres financiers. Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. À cette occasion, je signale tout de suite que si on a pu viser le GEIE, Groupement européen d'intérêt économique, on n'a pas pu faire la même chose pour la Société anonyme européenne, car relevant du pur droit européen, ce n'est pas le droit français qui pouvait y apporter des dérogations. Sont également visées toutes les coopératives, qu'il s'agisse des coopératives pures, si je puis dire, c'est-à-dire celles qui obéissent exclusivement à la loi du 10 septembre 1947 ou aux lois spéciales, coopératives de commerçants, coopératives ouvrières de production et d'autres encore, ou que ce soit des coopératives qui, par ailleurs, revêtent la forme de société anonyme ou de SARL, ce qui est très fréquent et qui donc additionne et le statut de la coopération et le statut des sociétés anonymes et des SARL pour les exemples que j'ai pris. Également les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, cela c'est les entités qui relèvent du code de la mutualité, donc on est dans le domaine des mutuelles santé. Également les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, cette fois on est dans le domaine des mutuelles qui relèvent du code des assurances. Également, ce qui avait été oublié dans un premier temps, les instituts de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, le domaine de la protection sociale. Plus précisément et peut-être plus anecdotiquement pour nous, même si pour les intéressés c'est important, les caisses de crédit municipal, qui n'ont pas forcément le statut de banque, même si elles peuvent l'adopter, et les caisses de crédit agricole mutuel, qui relèvent du Code monétaire et financier, les fonds de dotation, qui n'ont pas d'ailleurs de personnalité morale, mais qui sont visés ici parce qu'ils ont des organes de délibération, les fondations, on est dans le même champ, et enfin les associations qui avaient été originairement oubliées. Les associations, c'était d'autant plus regrettable, qu'il faut penser qu'il y a de très grandes associations à objet économique qui sont donc soumises à peu près aux mêmes règles, en particulier en matière d'établissement et d'approbation des comptes et d'audit des comptes d'ailleurs que les sociétés par action. Voilà pour le champ matériel, c'est la première observation. Le champ matériel de l'application de l'ordonnance. La deuxième question préliminaire, c'est de savoir quand s'applique l'ordonnance, point de départ, point d'arrivée. Parlons d'abord du point d'arrivée. L'ordonnance est en vigueur et elle sera en vigueur de plein droit jusqu'au 31 juillet 2020. Donc toute réunion des organes dont nous parlerons ensuite pourront se réunir dans les conditions exceptionnelles de l'ordonnance jusqu'au 31 juillet 2020, étant entendu que l'ordonnance a pris soin de permettre une éventuelle prolongation, alors éventuelle ou nous verrons bien, espérons qu'elle ne soit qu'éventuelle, jusqu'au 30 novembre de cette année, mais alors il y faudra une décision en Conseil d'État, donc peu avant le 31 juillet de cette année, si le gouvernement sent que la prolongation est nécessaire, il devra prendre un décret en Conseil d'État pour prolonger peut-être jusqu'au 30 novembre 2020. Je vois des questions qui s'affichent. Si vous les permettez, on les prendra juste après. Je ne les oublie pas. Ça, c'est le point d'arrivée. Il y a le point de départ. L'ordonnance a été publiée le 26 mars. Elle est datée du 25. Mais on sait que des assemblées avaient déjà pu se tenir et quelques-unes se sont tenues de grandes sociétés dont les journaux se sont fait l'écho.
ont pu se tenir antérieurement, ce qui fait que dès le début, le gouvernement avait envisagé une période de rétroactivité de l'ordonnance qui permettrait de ratifier après coup, lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, les assemblées qui auraient eu lieu avant. La question alors, c'est de savoir jusqu'où remonter. Dans un premier temps, on avait prévu le 14 mars, l'ordonnance a retenu le 12 mars, donc cela va viser toute assemblée et tout conseil en particulier qui se sont tenus à partir du 12 mars. À ce propos, il faut quand même donner une précision. Quand je dis qu'il va y avoir une ratification rétroactive des assemblées qui se sont tenues donc entre le 12 mars et le 26 mars, cela ne veut pas dire que cette ratification rétroactive de par la loi euh, s'appliquera à toute assemblée, quelle que soit la manière dont elle s'est tenue, car ne pourront bénéficier de cette ratification rétroactive que les assemblées qui se seront tenues par anticipation conformément aux dispositions de l'ordonnance. Alors, effectivement, on peut se demander, mais puisqu'on ne la connaissait pas, comment pouvait-on la respecter par avance? La réponse est quand même assez simple, et évidemment l'ordonnance y a pensé. Il aura suffi de respecter les dispositions qui existaient déjà dans le Code de commerce, en particulier pour la visioconférence et pour la télécommunication. Il y avait déjà des possibilités, il y avait déjà un encadrement technique et juridique. Donc, il aura suffi que les assemblées qui se sont tenues dans cette période intermédiaire aient respecté ces spécifications traditionnelles pour qu'elles soient donc valables rétroactivement. Mais celles qui se seront tenues, par exemple, totalement à huis clos, je ne sais pas s'il y en a eu, j'émets l'hypothèse, peut-être purement théorique, purement à huis clos, sans passer par ces moyens techniques déjà réglementés par le Code de commerce, alors celles-ci ne seront pas rattrapées par l'ordonnance et courront le risque, évidemment, d'une annulation si un actionnaire, ce qui est potentiellement possible, saisit le juge le jour où celui-ci pourra se réunir, évidemment, pour en faire prononcer la nullité. Voilà ce que je voulais dire sur le deuxième point des aspects liminaires. Et le troisième point, rapidement, quels sont les moyens techniques qui sont accordés aux sociétés pour tenir leurs conseils et leurs assemblées? Plusieurs possibilités, mais une possibilité est massivement autorisée, c'est les moyens de réunion à distance que nous connaissons par cœur. Alors avec une particularité, c'est que dans le Code de commerce actuel, où cela est déjà possible, mais en général, à condition qu'une clause statutaire le prévoie expressément, et pas pour toutes les décisions. Je pense en particulier au conseil d'administration ou aux assemblées de sociétés anonymes. Les textes actuels du Code de commerce visent des mécanismes dénommés visioconférence ou télécommunication, sans qu'ils soient spécifiquement d'ailleurs définis. Donc c'était un peu ouvert, sans l'être complètement, parce qu'il fallait naturellement une sécurité absolue du système, que tout soit retransmis en continu et en direct. L'ordonnance, de manière générale, quand elle vise ces moyens techniques, parle plus simplement de conférences audiovisuelles ou téléphoniques. Avec deux remarques. Pardon d'entrer dans les détails, mais malheureusement c'est ainsi. La première, c'est qu'il lui arrive, pour certains types de sociétés, d'ajouter et qu'il suffira que la voix soit retransmise, ce qui me paraît un petit peu redondant parce que dès lors que les alinéas précédents offrent de manière générale l'alternative entre la simple téléphonie ou l'audiovisuel, au choix, c'est donc que la simple téléphonie par la voix est possible, donc je ne comprends pas bien pourquoi on a pris soin d'ajouter quelquefois, pas toujours, que la voix pourrait suffire. Mais c'est peut-être un mystère que je ne suis pas capable d'élucider, mais que d'aucuns sauront comprendre à ma place. La deuxième remarque, c'est que, en particulier dans les sociétés anonymes, où était déjà réglementée cette possibilité de tenue à distance, en particulier des assemblées, où l'on parle là de visioconférence et de télécommunication, l'ordonnance prend soin d'y revoyer expressément, ce qui fait que le simple juriste que je suis est totalement dépassé pour faire la différence entre, d'un côté, les techniques dites de visioconférence et de télécommunication, et de l'autre, les techniques que je comprends mieux parce qu'elles me paraissent tomber sous le sens, audiovisuelles
ou téléphonique. Voilà pour entrer dans les détails ce que je peux vous dire. Je ne sais s'il y a des questions qui portent sur ces premiers aspects. Je vois la réunion de l'AG. Or, la présence des actionnaires est-elle conditionnée à la tenue de celle-ci par conférence téléphonique ou audiovisuelle? Réponse, oui. Sauf que lorsqu'on va ensuite entrer dans les détails, vous verrez que société par société, d'autres possibilités sont offertes, mais pour les sociétés anonymes, en particulier celles qui incontestablement nous préoccupent ici, la réponse est oui. Il faut un système de conférence téléphonique ou de conférence audiovisuelle répondant d'ailleurs à des spécifications techniques que l'on n'a pas encore pour l'instant, car elles relèvent du pouvoir réglementaire. On attend donc le décret d'application et vérification faite encore entre midi et 2, le décret n'est pas sorti alors qu'il est annoncé de manière imminente. Je vois une autre question. Lorsqu'une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitée, en application de ces dispositions, une assemblée peut-elle être tenue à huis clos si à la date de son avis de réunion, les mesures de restriction étaient... Oui, je vais y venir, je vous promets. Voilà. Alors, passons finalement à la deuxième question. Mais peut-être avant que Bertrand Pruvot peut nous donner déjà quelques précisions, explications ou compléments. Aïe, nous ne l'entendons pas. Pardon. Par rapport à cette première partie, j'ai pas forcément de points particuliers à ajouter à ce stade. Je pense qu'on n'a pas forcément discuté des conseils d'administration et de surveillance, et peut-être tout juste pour évacuer le sujet. Sur les conseils d'administration et de surveillance, moi je vois pas de problème aux difficultés particulières à leur tenue, notamment dans un contexte de confinement. En effet, les administrateurs se connaissent entre eux, et même si un administrateur est connecté par téléphone, ce qui est un peu une pratique courante, le secrétaire de séance saura dans la quasi-totalité des cas reconnaître leur voix et pourra ainsi les authentifier. La seule limite serait le respect du quorum pour la tenue des conseils. Mais comme la connexion par téléphone ou par visioconférence est intégrée dans le décompte du quorum, moi je ne vois pas d'obstacle. Bon, après, il faudra quand même, à tout le moins pour les conseils d'administration et de surveillance, s'assurer que l'ensemble des administrateurs, y compris les représentants du personnel, sont bien équipés pour la connexion à distance via le mode de connexion qui sera retenu. Peut-être un dernier point aussi, c'est de se dire, si un administrateur représente un minoritaire et que les relations sont tendues, moi je conseillerais à mes clients de se rapprocher de leur avocat ou de KPMG avocat pour s'assurer de l'absence de risque de nullité ou de remise en cause de certaines décisions par cet administrateur. Voilà à ce stade ce que je peux dire. Je pense, Alain, je reviendrai après peut-être sur une série d'autres considérations. Très bien. Je ne sais pas si Alain est maintenant connecté, sinon Jean-Jacques. Non, mais alors je vais essayer de continuer avec l'aide de Bertrand. Passons au deuxième bloc. Après ces dispositions liminaires, et dans le deuxième bloc, ça me permettra de prendre quelques questions là que je vois, qui est le bloc des assemblées. Et nous aurons pour terminer un troisième bloc qui sera celui effectivement des conseils et autres comités de direction. Bien. Pour les assemblées, dans toute entité, donc toutes celles que j'ai listées, il sera possible en particulier de les réunir et de les tenir par conférence audiovisuelle ou conférence téléphonique. Alors d'emblée, je prends une question parce que moi aussi je me la suis posée, même si je n'arrive plus à la lire. C'est à propos de l'article 4 qui a une phrase assez curieuse. Je voudrais retrouver la question parce que je ne retrouve pas le texte. Je sais que c'est à l'article 4. Voilà, c'est l'article 4, alinéa 1er. Bon, le principe, c'est la possibilité sans condition, c'est-à-dire même en l'absence de clause statutaire, même en présence d'une clause statutaire décidant du contraire, de tenir une assemblée dans toutes les entités que nous avons citées par conférence audiovisuelle ou conférence téléphonique. Mais il est vrai que l'article 4 est un peu curieux puisque il ajoute
sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque l'assemblée est convoquée en un lieu affecté, l'organe compétent peut la convoquer et décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Je dois dire que c'est vrai que si je la prends à la lettre, je partagerai volontiers l'interprétation qui est donnée par l'une des questions. Cela voudrait dire que certaines assemblées pourraient se tenir effectivement à huis clos, mais ça me paraît surréaliste. Ça veut dire qu'elles ne se tiennent pas. S'il n'y a personne à l'assemblée, il n'y a pas d'assemblée. Et si on ne peut même pas se connecter à l'assemblée, je ne vois pas comment on va pouvoir prendre une décision collective. Donc je suis très troublé par ce texte. J'ai un sentiment, mais peut-être que j'ai commis une erreur, je vous le livre très spontanément, nous n'avons pas de recul, les textes on les a eus au tout petit matin au journal officiel, il était très tôt, je me souviens, il était 5h14 quand nous les avons eus. Pour moi, il me semble que c'est un loupé, ou peut-être pas un loupé, une formule trop générale qu'il faut interpréter par rapport aux autres textes, les autres textes qui suivent ne laissant évidemment pas de choix. Mais bon, voilà, j'avoue que je suis dubitatif, je le reconnais très volontiers, et on verra peut-être les autres interprétations. Peut-être qu'il y a un mystère que je n'ai pas découvert, mais voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je reprends sur les assemblées. Donc, dans toute entité, elles pourront se tenir par conférence téléphonique audiovisuelle. Alors, quand je dis toute entité, c'est aussi toute assemblée. Je vous l'ai dit, mais je vous le redis parce que le débat était né auparavant. Cela vaut pour les assemblées d'associés, proprement dites, donc dans les sociétés comme les SNC, les sociétés civiles et d'autres, pour les assemblées d'actionnaires dans les sociétés par action, qu'il s'agisse des sociétés anonymes cotées ou non cotées, des sociétés par action simplifiées ou des sociétés en commandite par action cotées ou non cotées. Et le texte ajoute que pour les sociétés ou autres entités pour lesquelles cela est permis, tout autre moyen pourra être utilisé tant qu'il est permis, mais il y en a un qui est également généralisé dans ces autres entités, c'est la consultation écrite. Alors évidemment, pas dans les sociétés cotées, cela va de soi. Dans ces cas, il n'est pas besoin de clause écrite, il n'est pas besoin de règlement intérieur quand cela est prévu, et même une clause contraire est neutralisée par l'ordonnance. Mais une limite dont j'ai le sentiment que ça n'en est pas une, qui serait une limite territoriale, c'est que le texte prend soin de dire que ça n'est possible que si l'Assemblée doit se réunir dans un lieu qui est dans un endroit qui, à cause du confinement, ne permet plus ce genre de réunion. Peut-être que je n'ai pas toutes les informations. J'ai quand même malheureusement le sentiment qu'aujourd'hui, que cela vise tout le territoire national, mais peut-être pas. Mais en tout cas, il faut prêter attention à cette limite territoriale. Dans ce cas, toute personne peut y participer à distance, visio ou télécommunication, et cela compte pour le quorum et cela compte pour le décompte de la majorité. Avec une précision supplémentaire qui n'était pas dans le projet d'ordonnance et qui avait fait naître des discussions. C'est dans le projet d'ordonnance, on ne visait que les actionnaires pour les assemblées d'actionnaires, et on avait oublié que d'autres personnes doivent participer à l'assemblée. Je pense au bureau qui est constitué du président et de 2 scrutateurs et est assorti d'un secrétaire. Alors évidemment, les 2 scrutateurs étant nécessairement pris par les 2 gros actionnaires présents, dès lors que les actionnaires étaient autorisés à intervenir par visio ou par télécommunication, il n'y a pas de difficulté. Théoriquement, il pouvait y avoir une difficulté pour le président qui, théoriquement, peut ne pas détenir d'action, même si en réalité, ça n'est pas le cas. C'est théorique, mais c'est possible. De même pour le secrétaire. Il se peut que le secrétaire du conseil ne détienne pas non plus d'action. L'ordonnance telle qu'elle a été prise prévoit expressément que toute autre personne qui doit y participer peut y participer dans les mêmes conditions. Cela vise donc, selon moi, le bureau, même si ça n'est pas dit expressément. Cela vise alors en revanche expressément les commissaires aux comptes, car pour eux aussi la question se posait précédemment, et également les représentants des institutions représentatives du personnel.
Alors la question qui se pose, c'est qui décide de recourir à un moyen de communication audiovisuelle ou téléphonique? Le texte est très général. Il dit que c'est soit le conseil, enfin que c'est l'organe qui est chargé de convoquer l'assemblée, pardonnez-moi, donc dans une société anonyme, conseil d'administration ou dans l'autre formule, directoire, ou ou le représentant légal dans les autres types d'entités, ou le délégataire. C'est intéressant parce que cela veut dire que le conseil d'administration ou le directoire peuvent en quelque sorte simplifier la vie en se contentant de déléguer cette possibilité soit au président pour le conseil d'administration, soit d'ailleurs au président pour le directoire, même si le président du directoire n'est qu'un primus inter pares par rapport aux autres. Une fois la décision prise, il faut en informer. On va raisonner sur les actionnaires de sociétés anonymes en n'oubliant pas, par ailleurs, les obligataires et les autres sociétés. Nous sommes d'accord. Le moyen de communication, dans toute société, le texte dit qu'on doit employer tout moyen de communication pour informer les associés de ce que la réunion en assemblée se réunira à distance 3 jours ouvrés seulement avant la tenue de l'assemblée. Donc vous voyez, on a simplifié les choses, les formalités, tout moyen. Donc il faudra choisir un moyen propre naturellement à être reçu par les intéressés, et on a réduit de manière très draconienne le délai minimum à 3 jours ouvrés. Avec une précision, c'est que si des formalités avaient déjà été entamées, elles n'ont pas à être renouvelées et qu'il n'y aura donc pas d'irrégularité. Le texte qui prévoit que toute irrégularité de convocation entraîne la nullité de l'Assemblée est neutralisé sur ce point. Une particularité pour les sociétés cotées à ce propos, s'agissant de la convocation. Plusieurs précisions pour les sociétés cotées. Alors, sociétés cotées, on entend les sociétés cotées sur un marché réglementé, les sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation, que ce soit en France, sur un marché reconnu de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, ou un marché reconnu comme équivalent d'un pays hors espace économique européen, reconnu comme équivalent par la Commission européenne. Voilà, je ferme la parenthèse. Dans ce cas, le changement de pied, si je puis dire, du conseil d'administration quant à la manière de tenir l'Assemblée, si la convocation avait déjà été lancée, il suffira d'un simple communiqué, comme ces sociétés ont l'habitude d'en faire, indiquant au moins 3 jours ouvrés avant que l'Assemblée se tiendra par des moyens donc audiovisuels ou téléphoniques, avec 2 précisions. C'est que la société cotée n'aura pas à renouveler les formalités de convocation qui avaient déjà été accomplies, mais en revanche devra les terminer. Ce qui veut dire que le communiqué qui informe que l'Assemblée ne va se tenir que à distance n'empêche pas de réaliser toutes les formalités de réunion, les avis de réunion et de convocation qui sont exigés par les textes réglementaires de droit commun pour les sociétés cotées. Et cela vaut pour les sociétés cotées. Pardon ? Jean-Jacques Stéphanie, peut-être sur les derniers points que vous venez de soulever, oui. Il y a déjà plusieurs questions. D'accord. Peut-être que sur ces questions de modalités de convocation, de communiqué de presse, et il y a déjà plusieurs remarques. Peut-être qu'on peut faire une pause pour ces questions parce que c'est effectivement on entre dans les détails et c'est là que ça va se passer. Pardon, je me suis laissé emporter. Je vois dans les questions des questions qui sont spécifiques à certaines sociétés. Et comme j'allais le préciser dans mon propos par la suite, chaque cas est un cas particulier. Donc, nous ne répondrons pas volontairement à certaines questions sur la validité d'AG passés ou futurs
qui serait précise sur une société, parce qu'il faudrait vraiment se pencher sur chacun des cas. Jean-Jacques, je vous laisse peut-être regarder les autres questions. Alors le problème, c'est que les questions que j'ai sont tronquées. J'en ai une qui se termine par physiquement pour des moyens. Donc ça, c'est l'article 4. Je vois qu'effectivement… Attendez, je peux publier les questions plus visiblement. On va passer en mode Merci. question. Voilà, alors je vais les passer une par une, ce sera peut-être plus simple. Oui, les sociétés européennes sont exclues du dispositif pour la raison qu'étant exclusivement régies par un règlement européen, le droit français ne pouvait pas se permettre d'y toucher lui-même. Ok. Les établissements financiers sont concernés en leur qualité de société, quand bien même ils sont au surplus réglementés par le Code monétaire et financier. Pour autant, leur fonctionnement sociétaire de base relève du Code de commerce et donc de l'ordonnance. Société européenne en a répondu. Alors, bon, ça c'est la question générale. C'est le fameux article 4 qui, moi, me surprend et qui me paraît contradictoire avec ce qui suit. Je ne comprends pas ce que c'est, ce que serait la réunion d'une société en l'absence des actionnaires, non seulement physiquement, mais également à distance par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Voilà. Alors, voilà, je vous confesse que c'est un mystère pour moi, mais je reconnais que le texte a l'air de l'écrire. Mais alors, c'est curieux parce que par la suite, les autres articles ne s'y conforment pas. Mais c'est peut-être moi qui ne comprends pas. Oui. Alors, en application de ces dispositions, lorsqu'une assemblée est convoquée ou à celle de réunion par une mesure limite pour des motifs sanitaires. En application de cette disposition, une assemblée peut-elle être tenue à huis clos si à la date de son avis de réunion, des mesures de restriction étaient en vigueur, mais ne le sont plus à la date de l'assemblée, ou doit-on considérer que les mesures de restriction étant levées le jour J de l'assemblée, celle-ci doit se réunir dans les conditions habituelles? Alors, ça, vous sautez directement une difficulté que j'aurais abordée, mais autant en parler tout de suite. C'est la sortie de la période de confinement et donc de l'application de l'ordonnance. Dans le projet d'ordonnance, il n'y avait déjà rien et plusieurs avaient demandé dans les instances qui avaient réfléchi à ce que l'on prévoie des mesures de sortie pour éviter toute discussion. Et en particulier, cette question, la convocation est faite alors que l'ordonnance est toujours en vigueur, mais la réunion est faite postérieurement à l'expiration de l'ordonnance. Elle ne prévoit rien. Dès lors, c'est pas très facile de raisonner, parce que de prime abord, le premier réflexe, c'est de dire, au moment où elle est convoquée sous l'empire de l'ordonnance, qui est en vigueur, donc on doit appliquer la loi, si je puis dire, mais l'ordonnance a valeur législative, la loi qui était applicable au moment de la convocation. Et d'ailleurs, le texte vise la convocation ou la réunion. Hein. Lorsqu'une assemblée est convoquée en a lieu affecté, pas infecté, à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant interdisant. Mais d'un autre côté, tenir une assemblée après la fin du confinement et la fin d'application de l'ordonnance, en dehors des règles ordinaires qui sont d'ordre public pour la plupart d'entre elles, parce que nombre d'entre elles sont sanctionnées par la nullité, ça me paraîtrait difficile. Alors, on ne va pas entrer dans les détails parce que c'est toujours très compliqué des règles d'application de la loi dans le temps, mais en simplifiant les choses, le principe est que les règles, en particulier les règles d'ordre public, saisissent immédiatement ce qu'on appelle les situations juridiques en cours. Donc, je regrette beaucoup que l'ordonnance n'ait pas pris soin de le préciser parce que aujourd'hui, il y a une véritable incertitude sur la sortie.
Peut-être d'ailleurs que la loi de ratification, puisqu'une ordonnance doit être ratifiée par le Parlement, et que la loi de ratification peut modifier le contenu de l'ordonnance, on peut espérer que la loi de ratification vienne préciser cela. Mais c'est vrai que le texte qui est cité ici peut laisser penser qu'il suffit d'avoir convoqué sous l'empire de l'ordonnance pour réunir dans les conditions de l'ordonnance, bien que postérieurement l'expiration de celle-ci. Autre question? Alors, là, c'est peut-être un peu hors contexte. Je ne sais plus de quoi il s'agissait à ce moment-là. Ah, c'est le fameux alinéa de l'article 4. Hein. Je vous ai donné mon sentiment à 2 reprises. Je craindrais de me répéter une 3e fois, surtout pour vous dire que je suis dans l'ordre du questionnement. Oui, la distinction entre les SA cotés et non cotés. Oui, sauf que les autres textes ne visent pas que les SA non cotés. C'est ça qui est gênant. Ah, alors ça, à vrai dire, j'ai envie tout de suite de renvoyer cette question, s'il est encore là, à Bertrand Pruvot, parce que, ayant beaucoup plus que moi la pratique des assemblées des très grandes sociétés, il sera mieux à même que moi pour vous répondre. Oui, alors c'est une vraie question. Hein. Il est clair que à aujourd'hui, certains émetteurs vont faire le choix de ne pas tenir leurs AG. Alors pour des raisons techniques, mais aussi pour d'autres raisons. Et là, chaque AG, comme je disais tout à l'heure, c'est un cas particulier. Il ne faut pas hésiter à consulter les conseils, y compris les commissaires aux comptes, sur l'organisation de l'AG et sur la manière dont vous pensez l'aborder, que ça soit en termes de lieu, qui, quand, comment. Et il n'y a pas forcément une règle qui est applicable à tous. Hein. Dans certains cas, on a bien noté des AG, alors plutôt pour des sociétés non cotées où l'actionnariat était très regroupé, et dans des circonstances exceptionnelles que nous connaissons, les actionnaires avaient donné tout leur pouvoir à des membres du bureau, donc c'était tout de suite beaucoup plus simple. Bon, maintenant, ça c'est sûr que c'est pas forcément la majorité des AG. Ce que l'on voit, c'est que il n'y a pas de consensus de place sur le maintien ou le report des AG. Et les raisons qui sous-tendent ces décisions sont très diverses. À ce stade des prévisions de date de sortie probable de confinement, les sociétés ont donc le choix entre maintenir la date de leur AG en prenant compte des mesures d'exception ou de repousser jusqu'à un retour à la normale. Et ce qu'on peut se dire, c'est que les critères de décision sont très divers. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la tenue des AG en France, au-delà du formalisme juridique, c'est une occasion pour la société de faire sa communication financière et stratégique. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellent webinar de l'Hebdo des AG animé par Sarah Bagnon, associée chez KPMG, à ce sujet de la semaine dernière. Et cette communication stratégique et cette communication financière est faite devant tous les actionnaires et c'est une superbe opportunité. Après, et ça c'est vrai que ça a été couvert par certains médias, la tenue de l'AG, ça revêt aussi pour les actionnaires individuels une dimension sociale, amicale. L'AG, c'est l'occasion de se voir une fois par an avec ses amis, un motif de sortie, une occasion pour les anciens de la société de se regrouper. Et c'est vrai que l'attrait des AG est aussi renforcé pour certains par la qualité du cadeau ou du cocktail de fin d'AG. Mais bon, avec le confinement, cette dimension très importante pour un grand nombre d'actionnaires individuels, mais qui représente un petit nombre de voix, tombe par la force des choses. Donc la dimension sociale, elle n'est plus un critère. Donc, en dépit des facilitations permises par les mesures d'exception que Jean-Jacques vient de préciser, certains émetteurs trouveront une trop forte complexité technique résiduelle. Et on l'a vu pour certains émetteurs récemment. On comprendra assez aisément. Hein. Dans certaines AG, on regroupe une centaine, voire plus de 1000 actionnaires individuels qui sont présents habituellement.
Et dans le court laps de temps et avec les limitations que nous connaissons à l'heure actuelle, les groupes ne peuvent pas tous trouver des prestataires suffisamment robustes pour leur permettre de s'assurer, lors du dépôt des résolutions et de l'envoi des convocations, qu'ils seront en mesure de respecter toutes les conditions techniques qui sont incluses dans les textes. Comment s'assurer qui se connecte sur le call, par exemple? Comment ne communiquer des codes Webex qu'aux seuls actionnaires? Comment collecter les questions pour l'AG qui seraient envoyées par courrier au siège de la société si l'ensemble des employés sont confinés et les sièges fermés? Enfin, on ne peut pas négliger les cas potentiels de report en lien avec l'incertitude actuelle que fait peser l'arrêt de certaines activités sur le financement et la liquidité de sociétés. De même, notre ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a demandé mardi à toutes les entreprises, notamment les plus grandes, de faire preuve de la plus grande modération sur le versement de dividendes. Alors, la politique de dividendes pourra ainsi être revue si une AG est reportée à une date ultérieure. Et ce que l'on voit, c'est que certains groupes ont d'ores et déjà, au-delà du retrait de leurs prévisions en termes de performance financière pour 2020, annoncé une absence de dividendes au titre de l'exercice 2019, en dépit d'annonces différentes qui auraient été faites au mois de février ou fin janvier dans la publication de leurs résultats. Donc, si on cherche un peu… Là-dessus, Bertrand, oui. Juste pour illustrer ça, on a déjà effectivement Airbus qui a annoncé une suppression totale de dividendes et Unibail qui a annoncé une division par 2 déjà dès la semaine dernière. Et on s'attend, avant même les déclarations de notre ministre de l'économie, donc on s'attend effectivement à ce qu'il y ait d'autres annonces sur les dividendes. Donc en fait, si on cherche un peu à résumer, le report à fin mai ou au mois de juin des assemblées générales devrait permettre à certains groupes soit de résoudre les éventuelles problématiques techniques encore applicables pour la tenue des AG, mais aussi peut-être d'avoir un peu plus d'éléments pour mesurer les impacts de la crise du Covid-19 et ainsi possiblement d'ajuster leur politique de distribution de dividendes, mais aussi leur communication financière lors de l'Assemblée générale. C'est vrai que lors des assemblées générales, vous avez un certain nombre d'émetteurs qui sortent à ce moment-là leur film institutionnel pour l'ensemble de l'année, par exemple. Et c'est l'occasion d'avoir une couverture médiatique assez importante. L'affaire en temps de confinement, c'est aussi renoncer à cet avantage-là de l'Assemblée générale. Enfin, peut-être dernière raison qui a été mentionné par certains groupes pour le report de l'Assemblée générale, c'est de favoriser une participation active de l'ensemble des actionnaires individuels. Donc, ce qu'on voit, c'est que les reports d'AG, et je vous prie de m'excuser pour le développement un peu long, mais ça me semblait important, une question clé. Le report d'AG, c'est vraiment une possibilité et fort probablement une situation que l'on va retrouver pour un grand nombre d'émetteurs tant que la date probable de sortie de confinement se dessine vers le début du mois de mai. Bien évidemment, si c'était amené à se prolonger, là, on verrait probablement des changements de stratégie. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Merci. Il y a non, c'est plus une prise de position toujours sur l'interprétation de l'article 4. Eh bien, bon, dont acte. Alors, autre question. Ne doit-on pas comprendre cet alinéa comme cet organe peut décider qu'elle se tient sans que les membres ou personnels ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle? Oui, mais je comprends beaucoup votre préoccupation. J'y réfléchirai. Je ne peux pas vous dire plus à l'heure actuelle, à ce stade, que ce que je vous ai dit, avec toutes les incertitudes que ça représente, et je vous prie de m'en excuser. Bien, une autre question, j'en ai vu une ou deux.
On a dit qu'on ne répondrait pas aux questions. Non, on va. Ouais. La consultation écrite des actionnaires d'une SA non cotée. Alors, des actionnaires d'une SA non cotée n'est pas possible. À ma connaissance, non. Ni dans le droit commun, évidemment, ni dans l'ordonnance. Je pense que dans l'ordonnance, ça n'est prévu que pour les conseils. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion que je termine sur le dernier point, parce que ça va être rapide, puis nous reprendrons les questions. Qu'en est-il de la tenue des divers conseils, donc dans la société anonyme, conseil d'administration, conseil de surveillance, ou tout conseil ad hoc prévu par les statuts dans la société par action simplifiée, ou le conseil de surveillance de la commandite par action? Et je ne vais pas continuer ce tour d'horizon des conseils potentiels. Le texte, c'est l'article 8, dit très simplement deux choses, c'est que ces conseils, qu'il s'agisse des conseils, alors il dit organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, pourront se tenir de plein droit selon deux modalités au choix, et ça dans toute société, quelle qu'elle soit, cotée ou non pour les sociétés par action, mais aussi toutes les autres et toutes les entités, soit par conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par consultation écrite, ce qui, pour un organe qui comporte un nombre limité de personnes, peut être une facilité encore plus grande que la visioconférence, qui demande quand même des systèmes techniques à disposition. Bon, juste une petite remarque, ou deux petites remarques. La première, c'est que le texte vise les organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, et non pas précisément le directoire, donc de la société anonyme. C'est plus large que cela. On pense naturellement à la société par action simplifiée dans laquelle la loi ne prévoit rien, mais permet au statut de créer des comités de direction. J'imagine que c'est ce que l'on a voulu viser. Je me suis demandé si la notion d'organe de direction, qui est un petit peu nouvelle, c'est vrai que on la voit apparaître dans d'autres textes, mais qui sont des textes de soft law, je pense au code de la FEP-MEDEF en particulier. On peut se demander si ça ne s'appliquerait pas à un comité de direction. Certes, il n'est pas organisé légalement, mais il a pu s'organiser avec un règlement intérieur qui aurait pu ne pas le prévoir. Et bien, dans ce cas-là, il pourra lui aussi, me semble-t-il, utiliser l'une ou l'autre de ces possibilités. Oui, à vrai dire, c'est la seule remarque que je voulais faire sur ce point, et on peut donc reprendre les questions s'il y en a encore. À moins que Bertrand ait quelque chose à ajouter. Non, rien de plus. Si ce n'est peut-être que la consultation par écrit nécessite, comme je précisais tout à l'heure, de pouvoir recueillir les réponses et recueillir les réponses à une adresse, ce qui signifie d'avoir des bureaux ouverts et avec du personnel dans ces bureaux, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les sociétés aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais ce que je suppose, c'est que nous aurons un décret d'application de ce texte. On pouvait espérer qu'il sorte rapidement, mais enfin, difficilement dans les heures qui ont suivi la publication au journal officiel de l'ordonnance. Ça n'est pas encore le cas. J'imagine qu'il y aura des précisions dedans, parce que les sociétés dans lesquelles la consultation écrite est déjà permise, je pense, alors en général, c'est évidemment pour les associés, je pense au SARL, les modalités en sont prévues par la partie réglementaire du Code de commerce. Donc je pense que ce sera la même chose. Alors je vois une question. Comment identifier en pratique les actionnaires dans une société cotée? Alors, bien sûr, mais quand une société cotée convoque ses actionnaires pour une assemblée générale, elle a des modalités qui tiennent compte du fait que la quasi-totalité, voire la totalité dans la plupart des sociétés cotées, encore que ce ne soit pas obligatoire, détiennent des actions porteurs, sont donc inconnus, à moins de passer par l'interrogation du dépositaire central ou des teneurs de compte, hein, ou d'utiliser le titre porteur identifiable. Bien. Alors ici, c'est la même chose. Et s'agissant du problème particulier de les informer de la réunion
par visioconférence, vous avez vu que le texte prévoit un simple communiqué, donc un communiqué public dans les journaux habituels et sur le site internet de la société, évidemment. Donc il n'y a pas, à proprement parler, besoin de les identifier, à moins que la question vise une autre hypothèse que je n'aurais pas moi-même identifiée. Autre question ? Alors, dans cette hypothèse de huis clos, seuls les votes par correspondance, votes par Internet seraient alors pris en compte pour permettre la décision, ce qui permet de reboucler avec l'alinéa 2 de l'article 4. Dans ce cas, les membres participent au vote à l'Assemblée selon les autres modalités prévues par les textes et les registres tels qu'aménagés et complétés. Oui. Je ne peux pas mieux vous répondre que oui. Alors, de nouveau, bon, la société européenne, je le redis, l'ordonnance n'a pas pu y toucher parce qu'elle relève exclusivement du droit européen. Un huissier pourra-t-il être mandaté le jour de l'AG? Oui, puis il se connectera selon les modalités de tout le monde, puisque le texte prévoit bien que tout autre participant, comme l'huissier qui participe. Alors, ça dépend de quel huissier on parle, vous avez raison. Si c'est l'huissier qui est demandé par un actionnaire lorsque, vous savez, il y a un contestataire, je ne dis pas de principe, mais un contestataire, vous savez que dans ce cas, il doit obtenir la désignation de l'huissier par ordonnance sur requête. Donc, dès lors que l'huissier y aura été autorisé par le président du tribunal compétent, ce qui va être difficile dans les temps que nous vivons, les juridictions sont fermées, mais peu importe, il doit pouvoir, de mon point de vue, se connecter. Si c'est l'huissier qui est appelé en dehors de tout précontentieux ou contestation par la société à y participer, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas se connecter lui non plus. À ce moment-là, simplement, il faut évidemment qu'il n'ait pas la possibilité de voter à distance. Oui, pour les scrutateurs, le texte sans les viser. Pardon? Oui, je pense que c'est exactement la même chose. Oui, oui, pour les scrutateurs, c'est la même chose. Et le texte vise d'ailleurs toute autre personne devant ou pouvant participer à l'Assemblée. Alors, les questions posées habituellement à l'oral en AG pourront-elles être posées le jour J par téléphone ou devront-elles posées au plus tard? Le jour J-1, l'ordonnance ne dit rien. Donc, pour moi, la réponse, c'est qu'elles doivent pouvoir être posées par le moyen technique utilisé pour la connexion en temps réel à l'Assemblée. Ouais, ça laisse augurer potentiellement des assemblées générales longues, alors que la plupart des émetteurs, quand ils regardaient quels étaient les plans B pour tenir leurs AG, se disaient qu'ils allaient faire des AG très très courtes. Quand je dis très courtes, c'est des AG d'1 heure, qui seraient purement réglementaires. Donc ça, je pense que c'est un point à bien avoir en tête, parce que avec les questions qui seront posées au fil de l'eau, il sera probablement plus difficile pour le président de faire, j'ai envie de dire, la garde de triage sur les questions, les regrouper et tenir les AG dans des délais raisonnables. Alors, je vois une question de Béatrice Place-Fagé, qui est une question qui vient à point nommé parce que j'avais peut-être répondu trop rapidement sur la société européenne. C'est vrai que l'ordonnance ne pouvait pas modifier le texte propre de la société européenne, mais quand elle a son siège en France et que par ailleurs elle obéit aux règles de la société anonyme, alors par hypothèse, les règles de la société anonyme s'y appliquent telles qu'elles sont en vigueur le jour de la réunion. Vous avez raison et vous avez vraiment bien fait d'attirer mon attention. Je vous remercie. Alors, question de Cyril Boileau. Donc, il serait possible d'avoir simplement président DG et secrétaire en call. La question est liée sans doute toujours à l'interprétation de l'article 4, mais pour moi non, il faut que toute personne puisse se connecter, du moins tout actionnaire. Enfin, si personne se connecte, oui.
comment la réorganisation des règles des AG des sociétés cotées pourrait éventuellement affecter les votes. J'ai en tête les dernières résolutions posées par l'activiste Amber Capital visant à révoquer 8 des 10 membres du conseil de surveillance du groupe Lagardère. Pensez-vous que ces ordonnances peuvent affecter les votes et les abstentions? Comment la réorganisation des règles des AG des sociétés pourrait éventuellement affecter les votes? En fait, c'est très difficile de se projeter sur qui va se connecter, qui va voter, et de réussir à déterminer quel sera in fine l'impact sur la validation ou pas d'une résolution. Je pense que c'est, en effet, on peut penser qu'il y aura un impact. Savoir s'il sera significatif, savoir le mesurer, ça c'est impossible. Oui, j'avoue que j'ai bien du mal à répondre à cette question, je n'y avais pas pensé. Alors, le report de l'AG doit-il rester dans la limite des 6 mois suivant l'approbation des comptes? Non, c'est pas 6 mois suivant l'approbation des comptes, c'est 6 mois à partir de la clôture de l'exercice. Et alors, l'autre ordonnance, c'est l'ordonnance du même jour, mais numérotée 2020-318, a prévu une prolongation de 3 mois pour la convocation et la tenue des assemblées d'approbation des comptes quand le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes aura été déposé postérieurement au 12 mars, je crois. Je parle de mémoire, je ne sais pas si j'ai le texte là. Oui, c'est ça. Quand le rapport sera postérieur au 12 mars. Donc en fait, on voit bien qu'on va avoir ici deux types de sociétés. Les Oui. sociétés pour lesquelles nos rapports ne sont pas encore émis. Et là, on peut penser à des groupes plutôt de taille moyenne, parce que c'est vrai que pour la plupart des grands groupes cotés qui font la une des journaux, la majorité de nos rapports sont émis à mi-mars, puisque le gros des calendriers de publication des sociétés cotées, c'est entre la deuxième et la quatrième semaine de février pour les plus grosses. Après, c'est vrai que pour les sociétés de taille moyenne, on est vraiment ici en plein milieu de nos différentes interventions, et donc un certain nombre d'entre elles vont se trouver dans ce cas-là. Il faut savoir que les rapports des commissaires aux comptes relèveront aussi l'incertitude liée à la situation d'aujourd'hui et sur la mesure des différents impacts. Et les commissaires aux comptes n'ayant pas émis leur rapport à date doivent faire, selon les différentes communications qui ont été faites par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, des diligences complémentaires pour pouvoir sortir leur rapport. Alors, une question de Frédéric Longeon. La réponse à une consultation écrite peut-elle être faite par mail? J'imagine que vous visez les questions écrites qui peuvent être posées avant l'Assemblée, plutôt que consultation à proprement parler. Le texte de l'ordonnance qui vise un peu ces problèmes ne règle pas celui-ci. C'est l'article 3. Il vise simplement une demande de communication d'un document ou d'une information. Dans ce cas, il peut être transmis ou être répondu effectivement par une messagerie numérique. Voilà. Alors le texte dit, sous réserve que le membre indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Bon, pas de doute évidemment. Si on l'a pas, on peut pas lui répondre. Les questions écrites, à proprement parler, de manière générale, on n'y répond pas forcément par écrit. On y répond par oral le jour de l'Assemblée. Et on peut toujours y répondre après coup, par écrit, sans que des modalités, je parle de mémoire, soient spécialement prévues. Donc il me semble qu'il ne devrait pas y avoir de difficultés. D'autres questions? Alors, il existe à l'article L225-103.1 la possibilité d'une assemblée générale ordinaire
d'approbation des comptes dématérialisés sans possibilité d'opposition pour les SA non cotés. Est-ce que l'ordonnance permet de s'en servir si les statuts ne l'intègrent pas? Oui. Le texte écarte toutes les clauses statutaires contraires ou remplace toutes les clauses manquantes. Comment organiser le vote dans ce cas? C'est en train de dépasser mes compétences pour répondre à cette question. En fait, si on a un mode de communication, alors ça sera laborieux, hein, mais si on a un mode de communication qui permet que chacun des actionnaires exprime son vote, si c'est par un système de webconférence, on peut très bien imaginer que seule la personne qui gère la plateforme voit les votes, ça c'est le premier point. Si c'est par téléphone, ça me paraît tout aussi faisable, néanmoins les votes ne seront plus anonymes. Oui. Pour ma part, je pourrais prendre encore une ou deux questions et malheureusement après, je devrais vous quitter, mais je peux en prendre encore une ou deux. Avez-vous vu des dispositions dans les ordonnances permettant de reporter la date de clôture? Non, je n'ai rien vu. J'espère ne pas être passé à côté, mais je n'ai rien vu ni dans cette ordonnance, ni dans celle relative à l'arrêté des comptes et l'approbation des résultats. Non. Non, je n'en ai pas du tout entendu parler et compte tenu de la complexité et de la lenteur du processus de modification d'un règlement européen, je doute qu'il s'en préoccupe avant longtemps et je suis persuadé que si jamais il s'en préoccupait, la période de confinement serait passée, du moins je l'espère vivement. Alors la dernière pour moi, les questions en AG, comment peuvent-elles être posées le jour J quand on passe par les visio-télétransmissions? Comment s'assurer de la qualité d'actionnaire et de l'identité de la personne qui pose la question? Alors, il faut, ça dépend des spécifications techniques du système. On est dans la technique, on n'est plus dans le juridique. L'exigence juridique, c'est effectivement qu'on puisse s'assurer de l'identité de la personne et donc de sa qualité d'actionnaire. Le moyen technique, je suis incapable de vous le dire. Mais les prestataires spécialisés sont habitués quand même, hein, que ce soit des filiales de banque ou des sociétés autonomes. Il y en a un certain nombre quand même sur la place de Paris. Le vote par Internet est-il possible le jour de l'AG? Pas en soi. Ça va dépendre du système technique qui aura été retenu. Allez, une toute dernière pour ce qui me concerne. Oui, pardon, vas-y Bertrand. Oui. On voit que vous avez beaucoup de questions en lien avec l'organisation technique qui vont dépendre des prestataires que vous pourriez choisir. Et on revient là à une des difficultés, c'est qu'à aujourd'hui, le nombre de prestataires capables d'assurer ce type de service reste assez limité. Ils ne sont pas forcément tous capables d'accueillir ou d'héberger de très grands nombres d'actionnaires ou de votants. Et donc, c'est là une des raisons, hein, et qui est une raison tout à fait valable, que je développais tout à l'heure pour justifier le report de l'Assemblée générale. Bon, bien évidemment, si la période de confinement venait à se poursuivre et que fin mai, nous étions toujours en confinement, je pense que d'ici là, certains prestataires auraient probablement réussi un peu à muscler leurs infrastructures. Donc, on réussirait à trouver un peu plus de personnes ayant développé la compétence et le savoir-faire pour gérer ce type de situation. Mais c'est un vrai sujet, hein, c'est un vrai sujet. Alors pour le quorum, je vais encore répondre à celle-ci parce qu'effectivement elle est importante. Comment sera calculé le quorum de participation des actionnaires? Eh bien on tiendra compte comme d'habitude des votes par correspondance, on tiendra compte des votes par procuration et on ajoutera les votes de toutes les personnes, pas
Oui, pas forcément les votes, puisqu'elles peuvent s'abstenir, mais on tiendra compte de toutes les personnes connectées à l'Assemblée. Question Jean-Jacques de Bénédicte. Fabrice Raymond. Une personne connectée à l'Assemblée pourra entrer dans le quorum. On ne sait pas forcément si elle sera actionnaire. Ah, mais il faudra avoir pu le vérifier. Faut pas me C'est ça. demander techniquement comment ça se passe. Je n'en sais rien techniquement. Oui, c'est des personnes connectées à Moi, l'Assemblée pour autant qu'elles aient pu justifier leur qualité d'actionnaire. c'est ça. Oui, Voilà. exactement. Et c'est une des difficultés auxquelles certains émetteurs se sont heurtés. Et on sait que c'est une des raisons qui ont poussé certains aussi à- à reporter leur assemblée générale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous donnez des codes de connexion, comment vous assurez que c'est bien cette seule personne qui vient se connecter? Et si Ouais. vous avez deux personnes qui se connectent avec les mêmes codes, comment vous assurez que vous avez l'actionnaire qui, comment sélectionner parmi les deux, comment vous assurer que vous avez bien au moins une fois la bonne personne. Donc c'est toutes des complications très pratico-pratiques hein, qui ont amené certains émetteurs à reporter leurs assemblées générales à ce stade. Je suis malheureusement obligé de vous abandonner. Voilà, je le regrette et je vous remercie tous. J'espère que nous avons pu vous éclairer un peu, mais je comprends bien qu'il y a beaucoup de questions précises auxquelles nous n'avons pas pu répondre précisément, en tout cas pour ma part. Merci, au revoir. Merci. Je vais aussi moi vous laisser. Il nous reste Je vous deux souhaite une bonne questions, fin de K.O. journée. Il reste deux questions, Bertrand, et ce que j'invite aussi toutes les autres personnes connectées qui n'ont pas eu le temps encore de poser leurs questions, c'est à nous les envoyer via le site et on fera en sorte que d'une part Jean-Jacques et Bertrand puissent répondre et que les réponses soient publiées sur notre site. Mais déjà prenons Bertrand si vous le voulez bien les dernières questions qui restent. Je ne saurais pas répondre à la première question sur le délai de publication des questions écrites. Rapport des cas qui est émis pour une société clôturant au 31 mars, quid du report de 3 mois pour la tenue de l'AG, une société clôturant au 31 mars. Aujourd'hui, vous avez déjà 6 mois hein, après la date de clôture pour réussir à prouver vos comptes. Concrètement, je pense que début mai, on devrait avoir un petit peu plus de visibilité et je ne peux pas vous dire à aujourd'hui si les ordonnances telles qu'elles ont été publiées ce matin seront toujours d'application. C'était le point qu'expliquait tout à l'heure Jean-Jacques. Quid de la sortie de ce contexte d'exception. Voilà, ben, je vous remercie tous, je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Comme Bénédicte le disait, n'hésitez pas à faire passer des questions, n'hésitez pas à vous diriger vers vos commissaires aux comptes ou vers KPMG Avocat ou KPMG si vous avez d'autres points. Merci à tous, excellente journée et bon courage pour ces temps compliqués. Merci, au revoir. Merci Bertrand. Merci à tous également, c'est Bénédicte Hautefort de nouveau. Donc pour tous celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas pu poser leurs questions, pour mémoire, tout sera en replay sur notre site Hebdo des AG. Pour mémoire aussi, nous allons dans une partie ouverte à tous, ouvrir une partie de notre base de données Board Data dédiée au suivi des pratiques des sociétés sur ces sujets de report d'AG ou tenue d'AG à huis clos avec ou sans visioconférence, également les comportements des sociétés sur les dividendes. Donc, n'hésitez pas à revenir également vers nous. Et pour notre part, dès qu'il y aura un fait nouveau, nous le publierons et nous organiserons un webinaire sur ce sujet. Bonne fin d'après-midi à tous et prenez soin de vous.